Qui n'a jamais rêvé de connaître toute l'histoire de sa maison? Quels secrets se cachent sous nos charpentes? Quelles intrigues ont pu se dérouler à l'abri de nos murs? Quels mystères se camouflent dans nos caves et nos sous-sols? Dans Toutes nos maisons ont une histoire, nous menons l'enquête pour faire éclater toutes les vérités. Nous remontons le temps, ouvrons les archives pour dessiner la généalogie de toutes nos maisons. Quand la petite histoire rencontre la grande. Marie-Amélie Tech est architecte du patrimoine. Son métier est entre autres de mener ses enquêtes pour faire parler les pierres et dévoiler les histoires de toutes nos maisons. Aujourd'hui, c'est à Orléans, à 130 km de Paris, que Marie-Amélie a rendez-vous. On réduit souvent la ville à Jeanne d'Arc ou aux guerres de religion, oubliant trop vite que la cité rayonna sur la France pendant près de 500 ans. L'enquête de Marie-Amélie va l'amener à la découverte d'une incroyable maison appelée tantôt Hôtel Toutain, tantôt Maison François Ier. Il se dit que le roi a vécu ici pour y abriter ses amours secrètes. Légende ou véritable fait historique? Cette enquête sur la piste de François Ier va entraîner notre architecte dans un voyage qui prend sa source voilà 500 ans. En remontant le fil du temps, elle va découvrir l'extraordinaire destin de l'Hôtel Toutain entre le XVIe et le XXe siècle. C'est la plaque tournante. C'est là que ça se passe. On est, pendant un certain temps, Orléans, port de Paris. En analysant les indices architecturaux de l'Hôtel Toutain, Marie-Amélie va finir par faire parler les pierres de ses murs. Il y a la date 1540 qui est gravée également. Pour cela, elle fera appel à des experts qui vont lui révéler la genèse du lieu et lui en dévoiler les éléments les plus étonnants. On remarque que les chapiteaux ont été inversés par rapport aux règles classiques de l'architecture. Ces investigations l'amèneront sur les traces du faussaire André Maillefer et elle apprendra les secrets de fabrication de copies des meubles anciens qui virent le jour dans les murs de l'Hôtel Toutain au début du XXe siècle. Ce qu'il faut, c'est que la poussière, elle accroche bien dans les fonds et que quand les gens l'achètent, ils passent 2 heures à faire le ménage. En pénétrant les entrailles du lieu, elle ira de surprise en surprise, se faisant ouvrir toutes les portes pour découvrir les joyaux de la maison que le temps a secrètement conservés. Le décor n'a pas changé, avec ses pilastres, ses moulures, ses trumeaux. Marie-Amélie tâchera enfin de découvrir quels illustres personnages y ont vécu. Quels chapitres de l'histoire de France s'y sont déroulés. En un mot, elle va passer au crible toutes les vies de l'Hôtel Toutain afin d'en écrire l'histoire. Direction le 26 de la rue de Recouvrance, en centre-ville. C'est ici, dans cette artère, qui démarre au bord de la Loire, que Marie-Amélie Tech va faire connaissance avec cette incroyable demeure. L'Hôtel Toutain, probablement l'une des plus anciennes et des plus belles maisons d'Orléans. Entre la galerie aux colonnes parfaitement symétriques, les fenêtres à meneaux et les chapiteaux décorés, pas de doute, c'est un voyage au cœur de la Renaissance auquel notre architecte se prépare. C'est Martine, une habitante des lieux, qui lui a fixé ce rendez-vous avec l'histoire. Bonjour Martine, je suis Marie-Amélie. Enchantée, Martine. Enchantée. Dites-moi Martine, vous habitez un appartement hors du commun. Vous vivez ici depuis longtemps? Ça fait 2 ans que je vis ici. Donc j'ai dû déménager, chercher un appartement. Et quand la dame de l'agence m'a ouvert la porte, j'ai fait « Waouh, où est-ce que je suis ?» Et donc elle m'a dit qu'en effet, c'était un des immeubles les plus beaux d'Orléans.
Je suis tombée sous le charme. Vous êtes tombée amoureuse du lieu. Je vous cache pas que quand je suis entrée, j'étais tout de suite emballée par le lieu, par les couleurs des poutres, cette galerie à double étage, la statue de François Ier qui nous regarde. J'imagine que vous aussi, quand le matin vous profitez de ce cadre avec votre petit café, c'est sympa. Ah, c'est magnifique, oui. Vous avez la lumière. La lumière, le soir avec les petites lumières, pareil, sous les arcades, c'est joli, quoi. Vous, qu'est-ce que vous savez de l'hôtel Toutain, Martine? Que normalement François Ier a vécu ici, mais ça, voilà, c'est tout. À confirmer. À confirmer. Ça s'appelle l'hôtel Toutain. Alors, j'ai pas creusé, savoir pourquoi ça s'appelle l'hôtel Toutain. C'est pour ça que je suis là, Voilà. pour faire l'enquête. Pour démêler les fils de l'histoire et mener l'enquête, Marie-Amélie doit s'appuyer sur des indices. La cour de cette maison regorge de signes flagrants qu'elle n'avait pas manqué de remarquer en entrant. On est sur une architecture du début de la Renaissance avec cette galerie double étage, ces deux galeries superposées, les frontons, le registre de l'architecture classique, les fenêtres à meneaux. Si on y ajoute la présence des deux salamandres, l'emblème du roi François Ier, la date de 1540, gravée dans un cartouche sous la tourelle, qui correspond à une année de son règne, et sa statue que l'on ne peut pas rater, tout ramène à l'illustre roi de la Renaissance. Alors Martine, ça fait beaucoup d'indices là qui nous tournent vers François Ier. Pour autant, cette petite expérience, je peux vous dire que c'est pas parce qu'il y en a des indices comme ça, si énormes, que François Ier est à l'origine de la construction de l'hôtel ou est passé par là. On va dérouler le fil de l'histoire, parce que c'est pas parce que tout ça est écrit dans la pierre que c'est la vérité. Est-ce que Martine, vous êtes prête à ouvrir la boîte de Pandore? Bien sûr. Dans le métier d'architecte du patrimoine, il faut parfois se méfier des évidences. L'histoire peut être trompeuse. Comme par exemple pour François Ier, dont on sait qu'il est passé à Orléans. La légende veut qu'il y ait vécu ses amours secrètes. On dit que le roi y retrouvait quelques maîtresses comme Anne de Pisseleu. Mais de là à penser que l'hôtel Toutain est servi de garçonnière, méfiance. Les légendes ont la peau dure. Voilà en tout cas un point à éclaircir. Afin de débuter son enquête, Marie-Amélie a contacté Clément Alix, un archéologue orléanais spécialiste de la Renaissance. Il lui a fixé rendez-vous au carrefour des rues de Recouvrance et de la Chèvre qui danse, au pied de l'hôtel Toutain. Espérons qu'il pourra apporter la réponse qu'attend Martine. Mais il faut d'abord lever le voile sur l'identité du premier propriétaire de l'hôtel. C'est une grande maison avec de la décoration et qui apparaît en tout cas à première vue très luxueuse. Mais qui a bien pu s'offrir une maison pareille à Orléans? Alors on a la chance de connaître l'identité du commanditaire, c'était Guillaume Toutain. Et à vrai dire, malheureusement, on ne connaît pas grand-chose de ce personnage, très peu d'informations. On dispose de quelques documents d'archives qui permettent de savoir qu'il a été greffetier de la ville de Loudun, puis greffier d'élection d'Angers. Et enfin, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il était valet de chambre du dauphin, c'est-à-dire du futur roi Henri II. Mais un valet de chambre, c'est quand même pas un domestique, c'est quand même une charge assez honorifique à la cour du roi. Tout à fait, c'est un proche du roi, il vit dans la cour du roi. Ce que je trouve assez fou, c'est qu'on a cette façade en pierre qui est très riche. Je pense qu'il fallait beaucoup d'argent aussi pour pouvoir se la payer. Et alors c'est marrant parce que sur le pignon, on est en pan de bois. C'est assez étonnant. Pourquoi ce pan de bois à cet endroit-là? Le commanditaire a choisi donc d'avoir une belle façade en pierre de taille, en tuffeau ici, en tuffeau de Touraine, sur la rue principale. Et puis en retour ici sur la rue de la Chèvre qui danse, eh bien, une élévation en pan de bois. Alors, il y a sûrement une part de pragmatisme dans ce choix, mais il faut aussi essayer de comprendre les mentalités de l'époque et notamment l'attrait esthétique que peut avoir ce jeu de contraste comme ça entre les différents matériaux. Il faut imaginer donc le contraste entre la pierre blanche, la pierre un petit peu ocre utilisée pour les fenêtres et puis aussi la couleur brune du bois et le rouge de la brique. Donc ça veut dire que ce Guillaume Toutain est très à la mode et il se construit une architecture de son temps. Tout à fait. On remarque qu'il s'était donné la peine en fait, de disposer ces briques de manière à créer aussi des motifs géométriques, à plat, sur champ, un motif de fougère ou en épi. C'est quelque chose qu'on va retrouver ailleurs sur d'autres maisons à pans de bois, dans l'architecture par exemple du Val-de-Loire. Il est assez courant d'observer donc des jeux de polychromie, de contraste entre les différents matériaux. Et là, c'est assez manifeste à l'hôtel Toutain. On poursuit. À l'intérieur de la cour de l'hôtel Toutain, notre architecte avait noté cette architecture typique de la Renaissance italienne où l'on retrouve la symétrie des colonnes inspirée des temples antiques et les décors sculptés dans la pierre. Avec sa maison,
Guillaume Toutain a probablement voulu montrer son allégeance à François Ier, grand admirateur des idées et du style de la Renaissance. Mais Clément va faire remarquer à Marie-Amélie quelques petites bizarreries. Il y a une certaine forme de maladresse, ou plutôt de liberté, qui a été prise par le maître d'œuvre. Par exemple, sur le portique à double galerie superposée, on voit que les éléments sont bien alignés les uns à côté des autres, donc ces colonnes sont parfaitement verticales. Mais par contre, dans le détail, on remarque que les chapiteaux ont été inversés par rapport aux règles classiques de l'architecture. C'est-à-dire qu'on devrait trouver en partie inférieure des chapiteaux ioniques et au-dessus des chapiteaux corinthiens. Et là, c'est l'inverse qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment un exemple de liberté prise par le maître d'œuvre. En effet, dans les codes de l'architecture grecque dont s'inspire la Renaissance, les chapiteaux ioniques et leurs enroulements de volutes sont toujours en dessous des chapiteaux corinthiens qui évoquent une corbeille de feuilles d'acanthe. Ici, l'architecte a fait l'inverse. Liberté ou maladresse? La suite de la visite va confirmer les hésitations du maître d'œuvre de Toutain. Alors, on se trouve ici devant la porte principale qui permettait de donner accès aux étages de l'hôtel. Et on voit sur la frise, c'est le bandeau horizontal, on a une succession de petits décors. Donc on a des éléments verticaux qu'on appelle des glyphes. C'est que normalement on a 3 glyphes. Ici, le sculpteur en a disposé 5. Et puis on a des éléments plats dans lesquels on a sculpté des têtes de taureaux de manière assez réaliste, avec des poils notamment, alors qu'habituellement on devrait trouver des crânes. Tête de taureau au lieu des habituels crânes, des chapiteaux montés à l'envers. Même si les erreurs d'interprétation étaient fréquentes à l'époque, là, ça fait beaucoup. Mais alors, pourquoi François Ier trône-t-il au milieu de la cour? Clément, il est un personnage central dans l'histoire et qui me préoccupe beaucoup, c'est François Ier. Et j'ai besoin de savoir, parce qu'il faut que je donne une réponse à Martine. Est-ce que, oui ou non, François Ier a vécu ici? Est-ce que c'était sa maison? Il y a très peu de chances pour que François Ier soit passé ici lors de ses passages à Orléans. Et en tout cas, il n'y a aucun élément qui permettrait de le prouver ou d'étayer cette hypothèse. Et alors, Clément, pourquoi ces salamandres? Pourquoi ce décor? Et puis surtout, pourquoi François Ier est dans la cour? Alors pour le décor de salamandre, c'est quelque chose d'assez courant à l'époque qui permet d'afficher son appartenance. En revanche, la statue ne date pas du XVIe siècle. Donc la statue est récente, je vais trouver pour quelle raison elle est dans la cour. Mais est-ce que François Ier au moins est passé à Orléans? Il est passé à Orléans, mais il n'a probablement jamais logé dans l'hôtel de Guillaume Toutain. Dommage. Mais alors, si le roi n'a jamais mis les pieds ici, pourquoi l'hôtel Toutain est-il aussi connu sous le nom de Maison François Ier? Voilà un prochain point à élucider. En attendant, Marie-Amélie souhaite avoir des éclaircissements sur un détail de la façade rue Notre-Dame de Recouvrance. Alors Clément, il y a quelque chose que j'ai remarqué ici en arrivant. C'est quand même la présence de ces coups de sabre qui indiquent bien une cassure dans la pierre et une transformation de cette façade. Et alors vous allez me confirmer, mais moi j'ai quand même l'impression ici qu'il y avait peut-être une devanture de boutique, en tout cas une grande arcature. Tout à fait, mais en fait ça correspond aux empreintes, aux traces d'ouvertures qui ont disparu, qui ont été comblées par la suite. On peut donc penser qu'il y avait à cet endroit une porte d'entrée qui était surmontée de 2 petites fenêtres qui éclairaient et qui desservaient un couloir. De ce côté-ci, en revanche, on avait une ouverture qui semblait beaucoup plus grande, beaucoup plus large, et le tracé permet de penser qu'il s'agissait d'une arcade en plein cintre, et on avait probablement affaire à une devanture de boutique. Une boutique, ici, sur ce mur au rez-de-chaussée. Mais que pouvait-on bien vendre dans ce commerce? Est-ce qu'on a une idée de sa nature au XVIe siècle? Alors on n'a aucun élément pour connaître la nature du commerce qui se trouvait à cet endroit. Par contre, on remarque qu'on est quand même à un endroit assez stratégique du point de vue commercial. On est à l'angle d'un carrefour et on est situé dans le prolongement de la rue qui permet de desservir le port de Recouvrance. Donc il faut imaginer un trafic assez important sur cette voie. Grâce à Clément Alix, notre architecte a maintenant des premiers éléments de réponse. Non, cette maison n'a jamais été celle de François Ier. Il n'y a peut-être même jamais mis les pieds. Elle sait aussi que Guillaume Toutain, le commanditaire de la bâtisse, était un proche de la cour. Mais cette histoire de commerce au XVIe siècle relance son enquête. Dans le métier d'architecte du patrimoine, un passage par les archives locales est une étape obligatoire pour glaner des informations.
À Orléans, malheureusement, ces archives ont presque toutes brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a néanmoins à disposition quelques rares documents sauvés des flammes. Marie-Amélie découvre ainsi qu'une famille de vinaigriers est devenue propriétaire de l'hôtel Toutain. Voilà une piste à explorer. Notre architecte a contacté Bertrand Deshaies, un descendant de vinaigriers. Rendez-vous est pris sur le quai, au bout de la rue, à quelques mètres seulement de l'hôtel Toutain. Allez, fort, allez. Et tout de suite, le bateau, il vire. Voilà, ça suffit. Si à Venise, on se balade en gondole, à Orléans, c'est en tout de Loire que l'on se promène sur le roi des fleuves. Marie-Amélie s'apprête à découvrir à quel point il a eu une place capitale dans l'histoire de la ville. Et donc, c'est comme ça que descendaient les bateaux chargés de marchandises. Parce que quand on est sur la Loire, on est sur un tapis roulant. Donc, il y a juste à se laisser porter et à se diriger. Et une fois arrivé là, eh ben, on arrive sur le port d'Orléans pour décharger ces marchandises. Grâce à Bertrand, notre architecte espère faire le lien entre l'hôtel Toutain et l'histoire des vinaigriers à Orléans, et ainsi comprendre pourquoi il y avait une échoppe au rez-de-chaussée de la maison. Vous êtes descendant d'une famille de vinaigriers. Pourquoi des vinaigriers à Orléans? Il faut qu'on rembobine. Il faut remonter des siècles en arrière. On est fin 18e, début 19e. Et la Loire à Orléans, c'est la plaque tournante. C'est là que ça se passe. On est, pendant un certain temps, Orléans, port de Paris. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de moteur. Il y a juste des rivières qui coulent. Victor Hugo, quand il relatait la Loire, écrivait « La Loire était une épaisse forêt de mâts ». Donc on était vraiment sur une autoroute. La chance de la Loire à Orléans, c'est qu'elle va couler depuis le Mont-Gerbier-de-Jonc vers Orléans, du sud vers le nord, et ensuite d'Orléans vers l'océan, elle va couler d'est en ouest. Et avec son axe est-ouest, pour la remonter, avec le vent dominant à l'époque, qui va souffler de l'ouest, ça va pousser les voiles des bateaux pour les ramener jusqu'à Orléans. Et le port de recouvrance va être un port très important avec les bateaux qui vont remonter. Et il va y avoir un petit peu de vin qui va être déchargé ici. Et il va arriver certaines fois que par manque de vent, les produits vont rester un petit peu longtemps sur les bateaux, ils vont un petit peu tourner piquette, tourner en vin aigre, et qu'on va se retrouver sur les quais d'Orléans avec des vins aigres. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? On ne va pas les jeter parce que c'est gâché, et on va s'apercevoir que le vin aigre a une propriété qui va être similaire à celle d'un autre produit qui avait un trafic considérable sur la Loire, qui est le sel. Parce que le sel, ça servait à conserver les aliments. À l'époque où M. Frigidaire n'a pas inventé le réfrigérateur, on conserve les aliments dans le sel. Et le vinaigre, on va s'apercevoir qu'on peut aussi conserver des aliments et que c'est beaucoup moins cher que le sel. Parce que le sel, il est hyper taxé. Il y a la taxe de la gabelle, etc. Donc c'est très, très, très cher. Et donc ce vin aigre, on va le développer et on va en découvrir plein de propriétés. À tel point que la ville d'Orléans va avoir jusqu'à 300 mètres vinaigriers dans la ville. L'apothéose d'Orléans et la gloire d'Orléans et la réussite d'Orléans, c'est grâce à la Loire, c'est merci la Loire. Et on imagine bien, sur ces 3 kilomètres d'infrastructures portuaires, le trafic qu'il devait y avoir ici. Aujourd'hui, avec une Loire comme ça, il y a du bateau partout. Alors il manque un peu de vent. Mais pour peu que le vent de Galarne se lève, il y a des bateaux dans tous les sens parce qu'on en profite. Il faut y aller et il faut être le premier pour arriver au quai là-bas, pour décharger le premier avant les autres qui sont derrière. Du coup, vous me montrez? On y va, On y va c'est parti. Le passé commence à s'éclaircir. Marie-Amélie comprend pourquoi des vinaigriers ont acheté l'hôtel Toutain pour en faire une distillerie. Cette bâtisse était au cœur du trafic. Il faut bien s'imaginer qu'à Orléans, alors port de la capitale, passait quasiment tout ce qui se consommait à Paris et que l'on importait des colonies. On découvrait ainsi le thé, le chocolat ou le sucre qui allaient dès lors inonder nos tables. Au cours de ses recherches, Marie-Amélie est d'ailleurs tombée sur un acte de vente de l'hôtel Toutain
daté de 1698. On y mentionne le nom des Sarbours, une famille de raffineurs de sucre. Des raffineurs à Orléans? Il faut éclaircir ce nouveau chapitre de l'histoire. Marie-Amélie a contacté Gaëlle Caillé, une archéologue qui a justement travaillé sur le sujet. Bonjour Gaëlle. Bonjour Marie-Amélie. Pourquoi, pour évoquer l'hôtel Toutain et les raffineurs et la famille Sarbours, m'avoir donné rendez-vous à Notre-Dame de Recouvrance? Alors tout simplement parce que derrière nous, on a le caveau de la famille Jogge et juste à côté, on a le caveau de la famille Van de Berg. Et ces deux familles, en fait, sont des familles phares du raffinage du sucre à Orléans au XVIIe et au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle. Alors tout ça ne me dit pas quel est le rapport entre la famille Sarbours, qui est un peu l'objet de ma recherche aujourd'hui, et la famille Jogge, la famille Van de Berg dont vous me parlez. Alors en fait, il va y avoir une alliance entre la famille Van de Berg et la famille Sarbours en 1690. Et donc tout de suite après, en 1694, ils vont commencer à exploiter une raffinerie de sucre dans le quartier de Recouvrance, donc juste au-dessus de la première raffinerie créée par le père. Et ensuite, au début du XVIIIe siècle, ils vont installer une nouvelle raffinerie de sucre un petit peu plus au nord. Donc l'acte de vente de l'hôtel Toutain, retrouvé aux archives de 1698, est directement lié à cette activité de raffinerie. Mais est-ce que oui ou non, leur raffinerie était aussi située dans l'hôtel Toutain? Non. La raffinerie de sucre n'était pas située dans l'hôtel Toutain. L'hôtel Toutain est un hôtel de prestige pour asseoir leur nouvelle position et leur activité de négociant attachée au raffinage du sucre. Donc c'était leur maison, simplement. Voilà, c'était un lieu de résidence de prestige. On a du mal aujourd'hui à s'imaginer qu'il y a encore 150 ans, Orléans était une capitale industrielle. Pour mieux se rendre compte de cela, Gaëlle propose une petite balade à 40 mètres au-dessus du sol. Ici, Tour Saint-Paul, pas d'ascenseur pour arriver au sommet. 180 marches, j'espère que ça valait le coup. Oui, à vous de me dire, mais donc là on a l'hôtel Toutain en fait, et juste en face, là où il y a du lierre sur les maisons, en fait on distingue l'ancienne raffinerie de sucre Sarbours, donc c'est là qu'elle se situait. Donc les Sarbours travaillent et vivent dans la même rue. Voilà, c'est ça. Et dans la rue Notre-Dame de Recouvrance, c'est combien de raffineries? On en a 5. On en a 5. Et donc, il n'y a pas des raffineries qu'à cet endroit-là dans Orléans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles étaient un peu disséminées partout dans la ville, parce que finalement, entre la fin du XVIIe et le XIXe siècle, on a 44 raffineries de sucre qui se répartissent un peu partout. Donc Orléans bat au rythme de ces raffineries. C'est la capitale du sucre? Oui, au XVIIIe siècle, c'est la capitale du sucre. Ouais. Donc j'imagine que 44 raffineries, c'est autant de cheminées? Au moins. Au moins, Au voilà. moins autant de cheminées. x2, x3, Oui. avec toutes les fumées que ça oui, dégage. Oui, c'est ça, oui. Oui, parce que finalement, ils utilisaient du charbon de bois et du charbon de terre, donc c'était très polluant. Enfin, il y avait beaucoup de fumée qui s'échappait de ces raffineries parce qu'elles fonctionnaient à plein régime. Donc finalement, il y a certains jours où, par exemple, on ne voyait même plus le clocher de la cathédrale, tellement il y avait de fumée dans Orléans à cause des raffineries de sucre. Alors comment cohabitent les Orléanais qui ne travaillent pas dans les raffineries et qui, quelque part, subissent un petit peu la pollution des raffineurs? Les gens se plaignent justement des fumées, des odeurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple à la fin du XVIIe siècle, on raffine le sucre donc avec des blancs d'œufs et du beurre. Donc là, au niveau de l'odeur, ça va encore. Au XVIIIe siècle, on utilise du sang de bœuf, donc là, ça se dégrade. Et au XIXe siècle, ils vont utiliser du charbon animal. Donc en fait, on va broyer des os animaux dans des marmites, on va mettre ça à chauffer pour produire ce charbon animal, et c'est ensuite cette matière qui est utilisée pour clarifier le sucre. J'imagine que ça devait être relativement invivable, non? Oui, oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de plaintes en fait, qui sont portées au lieutenant de police. Ils se plaignent du bruit aussi, parce qu'il y a beaucoup de bruit. À quel moment les raffineries Les s'éteignent? raffineries vont commencer à décliner un peu plus tard, avec le déclin du commerce sur la Loire, donc au profit de la Seine, justement avec l'avènement de la machine à vapeur. Et finalement, le raffinage du sucre va peu à peu s'éteindre à Orléans, pour finalement disparaître dans les années 1850. Aujourd'hui, on a oublié qu'Orléans était la capitale du sucre au XVIIIe siècle. Après cette plongée dans l'âge d'or d'un Orléans dont le statut de port de Paris disparaîtra au milieu du 19e avec l'avènement du chemin de fer, il faut que Marie-Amélie rassemble ses idées. Martine est sûrement loin d'imaginer que l'hôtel Toutain fut à ce point au cœur de la vie commerciale orléanaise pendant plus de 3 siècles.
Aujourd'hui, notre architecte du patrimoine attend les résultats d'une analyse qu'elle avait commandée au début de son enquête afin de dater avec exactitude l'année de construction de l'hôtel Toutain. Elle avait fait appel à Christophe, un dendrochronologue, c'est-à-dire un spécialiste de la datation du bois. En faisant des carottages sur les poutres du bâtiment, puis en les analysant, il devrait arriver à un résultat d'une précision diabolique. Les cercles concentriques sur les coupes de bois agissent comme un véritable ADN. Elles vont renseigner Marie-Amélie sur l'année, la saison, l'essence et même la provenance des bois de la charpente de l'hôtel Toutain. Un véritable travail d'expert. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Marie-Amélie. J'ai pu voir des premières coupes d'arbres dès 1531 dans la partie nord de l'édifice, jusqu'en 1538-1539 dans l'aile est. Donc vraisemblablement, votre date de 1540 dans le cartouche correspond à la fin du chantier. Ah bah ça c'est une super nouvelle. Avec ce résultat, Marie-Amélie a bouclé le premier volet de son enquête sur la partie de l'histoire la plus ancienne de l'hôtel Toutain, celle qui va de la Renaissance à la première moitié du 19e siècle. Elle va pouvoir tout révéler à Martine. Alors je viens vous voir avec plusieurs nouvelles. J'ai fait venir un expert pour authentifier la date de 1540 et je peux vous annoncer qu'effectivement, la date de 1540 correspond bien à l'achèvement de la construction de cette maison. Donc vous vivez bien dans une maison du début de la Renaissance. D'ailleurs, quand on ouvre la porte, souvent les passants, on peut regarder. Ah, mais c'est une architecture de la Renaissance, et ils viennent prendre des photos. Après, à votre question, est-ce que c'était la maison de François Ier? Martine, c'était pas la maison de François Ier. Dommage. Dommage. Ah, mais je suis désolée. Alors, vous savez que la maison de François Ier Ça s'appelle l'hôtel Toutain. Guillaume Toutain, c'est le valet de chambre du dauphin de François Ier, le futur Henri II. Nous sommes en 1540, on est bien sous le règne de François Ier. Guillaume Toutain, valet de chambre, c'est un dignitaire de la cour. Donc il a de l'argent pour se faire édifier une belle maison. Donc c'est la maison de Guillaume Toutain. Mais peut-être que François Ier est passé par là, a foulé la cour pour aller embrasser son fils. Hein. Comme elle l'avait elle-même vécu lors de sa première visite de l'hôtel, Marie-Amélie décide de montrer à Martine la particularité de la façade, rue de Recouvrance, et les vestiges du commerce qu'il y avait là à l'origine. Est-ce que vous voyez la pierre comme ça, qui part comme un arc de cercle? Ouais. Ok. Voilà. Oui. Eh ben alors ça, il faut imaginer Martine, c'était une porte. Une porte. Ouais. Une porte de quelqu'un qui tenait commerce ici, qui tenait échoppe. J'aurais jamais pu imaginer une porte ici. C'est marrant, hein? Voilà, la première partie de la mission est remplie en apportant les réponses aux questions de Martine. Non, François Ier n'a pas dormi chez elle. Mais comme souvent, lorsque l'on tire sur le fil d'une histoire, on fait des découvertes inattendues. En poursuivant ses investigations, Marie-Amélie est tombée sur un ouvrage au titre intrigant, André Maillefer ou les confidences d'un maquilleur professionnel, où il est fait référence à l'hôtel Toutain. Marie-Amélie est remontée jusqu'à Michel Dubois, une figure locale qui devrait l'éclairer sur ce Maillefer qui fut propriétaire de l'hôtel au début du XXe siècle. Monsieur Dubois, Marie-Amélie. je peux vous appeler Michel? Mais absolument. Je vois que vous avez le livre. Ah, regardez. Ah, vous avez Maillefer, alors moi je suis le fauteuil. Oui. Alors c'est super, on va pouvoir évoquer le personnage. Et je crois que votre père l'a bien connu Alors, et vous aussi vous en savez long. C'est rien de le dire, non. Maillefer est un personnage orléanais hors du commun. Bon, c'est un ébéniste de talent qui a développé une activité de copie d'anciens. Et il était spécialisé dans la copie de meubles, et notamment du 18e. Alors Maillefer, ça commence quand? Alors, Maillefer a démarré son activité au début du XXe siècle, en 1904. Et puis, il a démarré dans des petits lieux. Et puis ensuite, il a démarré à l'hôtel Toutain en 1908, je pense. Et très rapidement, il s'est entouré d'ouvriers qualifiés, d'artistes même, d'ébénistes, de laqueurs, de doreurs, de décorateurs.
Et puis l'entreprise s'est développée et il a employé jusqu'à 250 personnes. C'est votre père qui a travaillé pour lui? Absolument. Il faisait partie de l'équipe des décorateurs qui travaillait en permanence sur des copies de peintres du XVIIIe, c'est-à-dire Watteau, Fragonard. Les grands noms du voilà, XVIIIe les grands noms siècle. du XVIIIe, du siècle des Lumières. Et donc, il faisait des trumeaux, des peintures sur toile ou sur bois, à longueur de journée. Véritable personnage de roman, André Maillefer est un copiste de génie, un homme aux 1000 vies. Héros de la guerre 14-18, mitrailleur dans l'aviation, il sera même décoré de la Croix de guerre pour avoir ramené sain et sauf son pilote et l'appareil touchés par les tirs ennemis. Il s'installe à Orléans et dans l'hôtel Toutain au début du XXe siècle. Sentant l'air du temps comme personne, il se lance dans la copie de meubles anciens alors en vogue en expérimentant des techniques de vieillissement artificiel bien à lui. Il a fait du vieillissement son métier? Oui, c'était son métier, c'est une passion. C'était un génie. Pour imiter l'ancien, les craquelures, il y avait la technique Maillefer pour la craquelure. C'est quoi cette histoire de chambre à mouches? Alors, effectivement, mon père m'a raconté qu'ils avaient créé un espace, une chambre, où il y avait des mouches, et ils mettaient les meubles dans la chambre à mouches pour que les mouches puissent faire leur crotte sur les meubles. Alors, évidemment, il fallait laisser un certain temps, pas trop, mais suffisamment pour que les mouches puissent faire déposer leur crotte pour que ça fasse ancien. Ça fasse vieux. Voilà. Bon, il fallait évidemment peut-être retravailler, peut-être que certainement il y en avait Allez, trop. patiner la crotte à mouche Voilà. après coup. Il y avait quoi après comme autre technique? Voilà. Des techniques notoire, de vieillissement, vous savez. Bon, il allait même jusqu'à récupérer de la poussière ancienne pour les introduire dans les meubles, de manière à ce que les experts puissent effectivement dire bah oui, c'est un meuble ancien. Il y a de la poussière qui date du 16e ou du 17e ou du 18e. Tout ça, c'est des anecdotes Maillefer, mais il y en a tellement. L'hôtel Toutain était donc le repère d'un véritable faussaire. Michel Dubois emmène Marie-Amélie au musée d'histoire d'Orléans qui a dédié une salle au travail du génial copiste. Nous voilà dans l'antre de Maillefer. Regardez un peu, ça c'est des meubles que du de Maillefer. l'école de la Loire. Que du Maillefer, absolument. Et tout ça? Alors ça, ce sont des archives que j'ai ressorties. Ce sont vos des archives, cartons. tout ça. Voilà. Alors, je vous laisse découvrir. Là, je retrouve la galerie de l'hôtel Toutain. Ah bah oui, voilà, vous avez André Maillefer qui est là, voilà. On reconnaît bien les lieux. On les voit là Alors ça, aussi. c'est les ateliers des décorateurs, d'accord. D'ailleurs, vous reconnaissez Maurice Dubois. C'est eux. Maurice Dubois, votre père, Absolument. décorateur. Voilà. Alors, ils ont tous l'air de poser, ils se marrent bien quand même. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ils n'avaient pas l'habitude de poser, mais c'était des joyeux lurons. Mon père m'a raconté des anecdotes assez croustillantes. Voilà. Et puis alors, là, vous allez découvrir la fameuse école de la Loire. C'est quoi l'école Eh de bien, la écoutez, Loire? c'est la plus grande supercherie de Maillefer. En 29, les affaires étaient moins prospères et André Maillefer a eu une idée de génie d'inventer une histoire. Et alors, chez un antiquaire, il a trouvé un portrait qu'il a maquillé, qu'il a transformé, et il a décidé que ce monsieur allait s'appeler Jean-François Hardy, ébéniste à Tours et créateur de l'école de la Loire. Maillefer pousse la supercherie très loin. Il raconte que l'un de ses ouvriers, mort au combat en 14, lui aurait révélé l'existence d'une malle contenant tous les plans de l'école de la Loire. Ce fameux Hardy, tombé aux oubliettes, y aurait légué son trésor et tout son savoir-faire. Et les meubles ont été fabriqués selon les croquis complètement inventés par Maillefer. Des plans, des dessins, des secrets d'atelier, tout y est. Maillefer est si bon dans l'art du mensonge que la sauce prend. La mairie de Tours veut faire apposer une plaque en l'honneur de Jean-François Hardy. Même le Figaro s'empare de l'histoire. Bref, Maillefer a réussi son coup. C'est une histoire qui va aller très loin puisque tout le monde va y croire. Tout le monde va y croire. Et d'ailleurs, ici, là, vous avez des exemples de meubles de cette époque-là, de l'école de la Loire. Donc là, on est entouré de meubles Maillefer, donc après 29. Absolument. Donc dans le pur style. Pur style école de la Loire. Alors, école de la Loire, Jean-François Hardy, donc là, on est au XVIIIe siècle. Voilà. Donc là, on est dans le XVIIIe siècle de Maillefer. Voilà, exactement. Réinventé par Maillefer. Regardez en direct, là, du catalogue ouvré.
Et alors, les gens y ont cru, ils se sont dit, on achète du grand style. Absolument. D'ailleurs, vous avez, voyez, les éclats, là, vous avez les trous de verre, vous avez... mais c'est un meuble école signé École de la Loire. La marqueterie, un petit personnage. l'angelot, la végétation, voilà, c'est ce style qu'il a inventé. Ouais, ça a Et là, très il bien relance la fonctionné. boutique. Voilà. Oui, absolument. Voilà en effet comment, avec cette véritable escroquerie, André Maillefer remet en selle les ateliers de l'Hôtel Toutain, qui Donc se là, transforment voilà, alors en fabrique de faux. Maillefer ne trompait pas le monde. Oui. Lui, pour lui, c'était des copies. Mais ce sont les antiquaires qui venaient chez Maillefer et qui faisaient passer ces meubles Maillefer pour de l'ancien. C'était quand même un peu énorme, et c'est ce que raconte d'ailleurs André Maillefer dans son livre. Lui, il est blanc comme neige. Blanc comme neige, vite dit. Mais après tout, si chacun y trouvait son compte, acheteur comme vendeur, pourquoi pas? Mais le plus beau est à venir. Tout était là, en face de chez Martine. Au premier étage, un appartement est encore décoré de la main de Maillefer. Il paraît que rien n'a bougé. Marie-Amélie a pris rendez-vous avec Jean, l'occupant des lieux. Bonjour Jean. Bonjour Marie-Amélie. Entrez. Enchantée. Donc vous avez une belle maison, hein? C'est un emplacement exceptionnel. Ouais, on arrive, on est tout de suite séduits. La voilà donc dans ce qui étaient les salons d'exposition et de vente de Maillefer. Hauteur sous plafond, poutres, parquets, fenêtres immenses. C'est vrai que l'ensemble est séduisant. On s'y croirait vraiment. Regardez là, j'ai quelques images et quelques coupures de presse. Je peux vous la prendre? Bien sûr, est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Tout à fait. C'est chez moi, c'est le Salon Bleu. Sauf que le décor qui s'y trouve, c'est le décor Maillefer, puisque c'était le showroom de chez Maillefer. C'est un magasin. Voilà, exactement. Vous me faites visiter? Avec plaisir. Super. Ici, vous avez probablement des boiseries qui ont été récupérées par Maillefer qui sont 18e. Et puis tout le reste des copies pour créer un ensemble avec le mobilier qui était présenté ici. Le trumeau de cheminée avec la patine de l'ancien sur la glace et la toile au-dessus. Vous pensez que c'est André Maillefer qui a lui-même fait sa toile, alors qu'il a fait de la récup? Avec André Maillefer, on ne sait jamais. Et c'est affaire d'expert, ce que je ne suis pas. À chaque mur de ce salon bleu, c'est surprise. Comme ce portrait qui pourrait tout aussi bien être du XVIIIe siècle que de 1930. Il faut bien avouer que l'illusion de l'ancien est parfaite. Pour finir la visite, direction la chambre de Jean. Là, c'est le clou du spectacle. Le décor n'a pas changé, avec ses pilastres, ses moulures, ses trumeaux, les miroirs patinés. Là encore, du Maillefer ou pas du Maillefer, on ne sait pas. Finalement, savoir où est le faux du vrai, c'est peut-être pas ça qui est si important. Ce qui est important, c'est que ce décor nous fait voyager à travers les âges, nous fait rêver. En remontant la piste du faussaire, notre architecte a découvert l'un des derniers ateliers qui travaille les meubles à la façon Maillefer. Marie-Amélie doit rencontrer Bernard Chéré, un ébéniste qui a connu l'époque faste de la maison. Elle espère ainsi pouvoir percer quelques secrets dans l'art du vieillissement sauce Maillefer. Ça, c'est l'instrument de torture qu'il y avait chez Maillefer, et celui-ci vient de chez Maillefer, de l'époque. Alors, ce sont des vieilles clés, vous voyez. C'est un contremaître qui me l'a donné. Donc, c'est l'instrument de torture monument historique. Ouais. Alors, vous tapez comme ça, mais il ne faut pas taper bêtement, faire des trous. Il faut faire glisser comme si le meuble avait subi des... Vous voyez ? Ah oui, c'est technique, hein. Ah oui. C'est très technique. Je peux essayer? Alors là, vous allez y aller fort. Voilà, vous glissez comme ça, c'est bien. Alors, il faut penser que les coups, ils arrivent dans tous les sens. Il ne faut pas les faire un coup comme ça, vous voyez. Que ce soit aléatoire, sinon ça fait trop faux. Et puis, si c'est du siège, vous pouvez aller encore plus fort à la chaîne de vélo. Dis donc, ça devait être un peu violent chez Maillefer, s'il y avait une bagarre qui éclatait et vous aviez tous une chaîne à la main. Voilà. Alors, vous voyez, on peut faire des vrillettes de verre avec une laine de parapluie. Vous voyez, par exemple, vous voyez, regardez. Alors, ça, c'est suivant votre inspiration. Voilà. Puis après, vous pouvez repenser un peu le tout pour lui donner du glissant, pour qu'au toucher, on voit que ça n'a pas été fait il y a 5 minutes. Ce devait être quand même une drôle d'ambiance chez Maillefer.
ébénistes, vernisseurs, tapissiers, décorateurs, chacun y allait de son inspiration, innovant dans l'art de trouver le petit truc qui permettra de tromper l'œil des acheteurs, même les plus experts. Je vais vous le massacrer le pied là, Bernard. Mais c'est justement c'est ça qui est bien. Faut On peut penser massacrer parce que là je suis partie, je suis en route. Le pied Louis XVI, il a subi la Révolution, il a subi Là, plein de choses. Je pense que ce matin il se prend une petite révolution. Dans le grenier, il se prend un peu de poussière. On peut lui. Et puis des chiures de mouche. On peut lui en mettre. Vous avez un peu de poussière là? Alors, on a de la poussière. Mais ce qu'il faut, c'est que la poussière, elle accroche bien dans les fonds. Et qu'au moins, quand les gens l'achètent, ils passent 2 heures à faire le ménage. Ça les rassure sur l'époque du meuble. Hein. Ça, c'est les clés où vous mettez du bitume. Vous voyez, et là, vous faisiez des petites taches presque invisibles. Et ça vous imite un peu les chiures de mouche. Il faut être dans la discrétion. Il ne faut pas qu'on s'en rende compte que ça a été patiné. Marie-Amélie pensait avoir tout entendu, mais ce que Chéret allait lui révéler dépassait tout ce qu'il avait déjà confessé. Derrière les tiroirs, on mettait des papiers. Celui-là, il date de juillet 49. On voit que c'est un meuble qui a déjà vécu. Donc vous le collez, meuble à 70 vous le ans, collez c'est dans bien. le fond du tiroir et vous l'usez aussi. Voilà, vous voyez, une vieille punaise, par exemple, qu'on met dans le fond, et puis on met de l'acide chlorhydrique dessus, ça va faire une grosse tache noire. Dis donc, Maillefer, c'est quand même le génie qui a fait de ces techniques de faussaire un art et une industrie. C'est devenu à la fin une industrie, mais c'est vrai, je crois que c'était quand même un art au départ. C'est l'art de vouloir reproduire les objets anciens avec la précision et puis l'âme, enfin, c'est ce que les gens venaient rechercher. Donc les gens venaient acheter ça, Oui. venaient acheter de l'histoire. De en fait. l'histoire, voilà, Une histoire. du rêve. Du rêve. Il fallait rêver. De 1929 à 1933, Maillefer va ainsi fabriquer des centaines de pièces siglées École de la Loire. Mais le génial faussaire vieilli et usé revendra son affaire à Louis Amos, un siégiste parisien. L'enquête va alors prendre un nouveau virage avec l'arrivée d'un email des monuments historiques qui devrait lever le voile sur l'un des mystères de l'hôtel Toutain. Marie-Amélie décide de retrouver Martine pour lui faire part du rocambolesque épisode Maillefer. Mais elle va surtout pouvoir enfin lui dire pourquoi l'hôtel Toutain s'appelle aussi Maison François Ier. Il faut reconnaître que quand on se promène à Orléans et qu'on dit qu'on travaille sur l'hôtel Toutain ou qu'on enquête sur l'hôtel Toutain, les gens ne savent pas très bien. Alors qu'on dit c'est Toutain. Voilà. Alors que quand on dit on enquête sur l'hôtel François Ier, tout le monde sait où on est. Donc il y a quelqu'un, un personnage dans l'histoire, à qui ça a plu d'entretenir ce mythe. Et ce personnage s'appelle Charles Vergniaud Romagnesi. Ça vous dit rien, peut-être? Alors c'est quelqu'un qui a vécu au XIXe siècle à Orléans. C'est un amoureux du patrimoine. Il se dit lui-même historien, archéologue. Et en tant qu'Orléanais, il voit l'hôtel Toutain qu'il trouve en mauvais état. Et il se dit, c'est pas possible, il faut que je le sauve. Donc il extrapole un peu, et du F et du H, de François Ier, de la salamandre, il a inventé une vie à l'hôtel Toutain. Nous sommes en 1830. Charles Vergniaud Romagnesi, un autodidacte orléanais, se désole de voir les vestiges architecturaux de l'Ancien Régime disparaître. Il décide alors de publier cette enquête totalement fausse où il invente la légende selon laquelle François Ier aurait vécu à l'hôtel Toutain. Alors dans son livre, c'est plus croustillant que ça. C'est que non seulement il dit que c'est sa maison, mais il dit en plus que c'est sa garçonnière. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément, oui. Donc en plus c'est croustillant. Il ajoute un peu d'humain là-dedans. Romagnesi rédige cet ouvrage qu'il remet au préfet de l'époque. Charmé par l'histoire, le fonctionnaire fait remonter l'affaire en haut lieu à Paris. Personne ne remarquera l'escroquerie. L'hôtel Toutain, au nom de son inestimable valeur patrimoniale, est ainsi sauvé. En 1862, la commission des monuments historiques, on protège l'hôtel Toutain. Et probablement en grande partie parce que 30 ans plus tôt... Parce qu'il a écrit Voilà. Donc ça, fausse histoire sur le il bâtiment. il est allé un peu loin dans l'histoire de François Ier. Décidément, entre Maillefer et Romagnesi, l'hôtel Toutain est la grande maison de la supercherie. En tout cas, ça y est, Marie-Amélie a démêlé toute la pelote de Toutain. Son enquête lui a permis de remonter le temps de 1933
à 1540 et de percer les secrets que les yeux de ces murs ont vu passer en 400 ans. J'ai un petit cadeau à vous faire. C'est l'histoire de l'enquête. Alors là, vous aurez toute l'histoire. Alors ça commence très tôt, hein. Ça commence à Jeanne d'Arc. C'est superbe. Ça, c'est vous, Martine. Et là, on est bien rue de la Chèvre qui danse. Oui. Vous pouvez le constater. Ce carnet n'a pas quitté Marie-Amélie ces dernières semaines. Elle y a immortalisé les étapes de son enquête. Donc j'ai fait une balade sur la Loire avec un descendant d'une famille de vinaigriers. C'est vrai? Ouais. Marie-Amélie a compris alors combien l'hôtel était au cœur de la frénésie orléanaise, passant des mains des distilleurs de vinaigre à celles des raffineurs de sucre ou encore à celle du truculent faussaire Maillefer. 5 siècles d'histoire où tout débute sous le sceau de François Ier. Un voyage au cœur du temps pour répondre à l'interrogation de Martine. Finalement, votre question était est-ce que François Ier Avait habité ici, avait vécu ici, avait eu des aventures ici? Eh bien non. Un voyage fait de délicieuses supercheries, d'intrigues inventées de toutes pièces, de mensonges pour la bonne cause, mais aussi d'heures beaucoup plus sombres, comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Le quartier a été complètement dévasté, jusqu'à l'église au-dessus. Et pas ici. Ah bah pas ici. C'était épargné. Voilà. L'hôtel Toutain est épargné, et pendant notamment les 2 bombardements de 1940 et 1944, mais les caves ici de l'hôtel Toutain ont permis à peu près 70 personnes de survivre au bombardement. On se croirait dedans, là. On y est, hein? 1940, les Allemands bombardent Orléans pour couper la France en deux au niveau de la Loire. Les Orléanais se réfugient dans les caves. 1944, cette fois, ce sont les Alliés qui larguent leurs bombes sur Orléans pour couper la retraite de l'armée du Reich vaincue. Les dégâts sont considérables et les victimes nombreuses. Mais les caves de Toutain ont permis de sauver des dizaines de vies. Après 1945, Orléans, comme la France, se reconstruit. L'hôtel est l'antre de Louis Amos, le nouveau propriétaire qui perpétue la tradition et le savoir-faire des meubles de style jusqu'à la fin du XXe siècle. Et pour évoquer la énième vie de l'hôtel Toutain, je vous propose de rencontrer la personne qui pourra vous en parler mieux que moi. C'est quelqu'un qui a vécu là, dans ces murs. C'est Madame Amos. Madame Amos est la dernière propriétaire de l'hôtel Toutain qu'elle a revendu au début des années 2000. Elle est l'épouse de Claude Amos, le fils de Louis, qui a repris les ateliers en 1933. Madame Amos n'a pas remis les pieds à Toutain depuis des années. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous voir. Et quel plaisir de revoir ce décor. C'est vrai? Ah, c'est merveilleux. C'est une grande émotion. Je vous présente Martine. Bonjour. Madame Amos, C'est vous Marie-Christine. qui profitez de ce beau bâtiment. Ah, c'est un cadre magnifique. Enfin, on n'est pas dans des appartements, on est dans une maison. Et là, vous redécouvrez son histoire. Exactement. Alors justement, on comptait sur vous pour faire le trait d'union entre le passé et puis aujourd'hui l'hôtel Toutain du XXIe siècle. On s'installe et puis vous nous racontez... Si vous voulez. Super. Madame Amos, j'ai l'impression que ici, dans les murs de l'hôtel Toutain, se sont jouées des choses assez incroyables pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait que les caves ont abrité des Orléanais pour les protéger des bombardements, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les murs? Ce que je savais de tout temps, c'est que les Allemands ont occupé cette maison. Donc, ils occupaient le premier étage. Donc, effectivement, il y avait un abri dans les caves. Et je me suis aperçue récemment que la belle-mère de Louis Amos, qui était donc la mère de ma belle-mère, elle était d'origine juive et qu'elle a passé toute la guerre dans cette maison, au nez et à la barbe des Allemands. C'est une sacrée histoire, hein? Donc, vous vous rendez compte, c'est un vrai roman. Les ateliers, pendant ce temps, sont moins occupés, donc on fait des coffres. Et on fait autre chose que nous avons appris il y a peut-être
je dirais une vingtaine ou une trentaine d'années, quelqu'un est venu nous voir, un monsieur est venu nous voir, et malheureusement je n'ai pas son nom, et a expliqué à mon mari que son père avait fait de la résistance pendant la guerre et qu'il fabriquait des cercueils pour sortir des prisonniers qui étaient morts, qui étaient à l'hôpital d'Orléans. Et dans les cercueils, on faisait aussi évader les bien portants. Donc ça, mon mari ne le savait pas, parce qu'à l'époque, les gens ne se vantaient pas de ce qu'ils faisaient. Et il l'a appris par quelqu'un tout à fait extérieur à la famille et tout. Comment? Vous ne saviez pas? Et ben voilà. Donc les ateliers Amos Maillefer ont aussi fabriqué des cercueils en même temps qu'ils fabriquaient des coffres. Ils en ont peut-être pas fabriqué beaucoup, mais suffisamment pour faire sortir des gens de l'hôpital, des gens bien portants. Alors là, on traverse la guerre, on arrive à après-guerre, c'est là que vous rencontrez la famille Amos et que vous vous installez ici, en tout cas que vous prenez un peu possession des lieux, que vous prenez les clés de la boutique. La première fois que vous êtes arrivé ici, c'est quand même pas un lieu comme on voit tous les jours. C'était quoi l'émotion de la jeune femme? L'émotion, elle était plus forte aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que je me suis intégrée au fur et à mesure parce que ça correspondait bien à mes goûts. Et je me suis toujours sentie chez moi dans cette maison. Ça, c'est agréable. Et comment ça se passe, la vie de l'hôtel Toutain? Donc c'est à la fois un peu des ateliers, le showroom, il y a des bureaux. Absolument. Vous savez, quand vous achetez quelque chose, vous avez souvent du mal à imaginer ce que ça va donner chez vous. Plus maintenant avec les programmes Internet. Que va donner ce canapé ou cette table que j'achète? Qu'est-ce que ça va donner chez moi? Vous ne vous rendez pas compte, les proportions, etc. Tandis que quand vous voyez des meubles, des sièges mis en situation, vous n'avez pas du tout la même impression, vous comprenez. Puis alors, on avait toujours tous les métiers annexes, c'est-à-dire qu'on avait une exposition de tissus, de toutes les maisons de tissus. Donc, vous voyez, les gens pouvaient choisir du luminaire, plein de métiers annexes. Donc, c'était très complet et c'est pour ça que cette mise en situation était très agréable. Mais vous étiez précurseur parce que d'autres ont eu la même idée que vous et ont fait fortune, des grandes enseignes. On prend ses meubles, on prend son tissu, on prend un petit café. C'était ça, vous? Voilà, mais vous arrivez souvent, on arrive ou trop tôt ou trop tard. Et vous, c'était trop tôt? Trop tôt. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est donc ici, derrière ces murs, qu'a été inventé dans les années 60 le concept du showroom à la française. Décidément, jusqu'au bout, le destin de l'hôtel Toutain a été hors norme. Avant de partir vers d'autres enquêtes, Marie-Amélie réserve une dernière surprise à Martine. Attention, c'est lourd. Waouh! Alors voici. Belle salamandre. Une belle salamandre. Bon, alors, vous remarquez que c'est la copie conforme de celle qui est au-dessus de chez vous. Oui. Mais elle a quelque chose en plus. Je vois un M. Ah bah oui, c'est le M de Martine. C'est le M de Martine qui est sculpté pour vous. Et puis j'espère bien qu'à l'avenir, si quelqu'un décide d'enquêter sur l'hôtel Toutain, qui trouve cette pierre, qui se posera la question de qui était M et de savoir si oui ou non M avait vécu ici avec François Ier. J'ai vécu avec lui, mais j'ai vécu dedans. Écoutez, moi j'étais ravie de faire cette enquête pour vous et puis dans ces murs et tout ce qui s'est tramé. On a découvert une histoire super riche et puis n'oubliez pas Martine que les histoires s'écrivent dans la pierre. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Avec cette enquête, nous avons retracé toute l'histoire de cet hôtel depuis sa construction par Guillaume Toutain en 1540. Nous y avons croisé des raffineurs de sucre au XVIIe, puis des vinaigriers qui ont transformé l'hôtel en distillerie. Nous avons évoqué Romagnesi, qui a sauvé la bâtisse de la destruction. Puis André Maillefer, un faussaire qui a écrit avec l'École de la Loire l'un des chapitres les plus cocasses de l'hôtel au début du XXe siècle, avant de passer la main à la famille Amos. Nous avons enfin traversé le drame de la Seconde Guerre mondiale. Bref, nous avons parcouru près de 500 ans de la grande histoire à travers celle de l'hôtel Toutain.